Alors Violette, pour commencer tout simplement, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Violette d'Orange, j'ai 23 ans et je suis navigatrice professionnelle et je me prépare pour le Vendée Globe 2024. Alors raconte-nous un peu ton parcours, ton histoire. Tout commence, je crois, près de Rochefort, dans une maison où la voile, on en entend parler un peu, et notamment par un copain de ton papa, je crois, hein, copain de promo. Et voilà, mais il y a plein d'histoires autour de la voile qui sont autour de toi, et puis rapidement, il y a l'optimiste qui arrive dans ta pratique. Alors en fait, je suis née à Rochefort, donc on est une famille où on est trois enfants et moi je suis la plus petite. Et mon grand frère et ma grande sœur ont commencé à faire de la voile, donc moi on m'a mis à la voile un peu pour faciliter les choses et pour qu'on fasse tous le même sport. Et en fait, dans la famille, mes parents sont vétérinaires et ils ont fait leurs études avec Jean-Pierre Dick, qui a fait le Vendée Globe, qui a participé au Vendée Globe plusieurs fois. Et donc, depuis toute petite, je vais au départ du Vendée Globe et on est un peu au plus proche de la course puisque on a toujours suivi JP sur ses préparations de course et puis après même sur toutes ces épreuves, on le suivait attentivement. Donc j'ai toujours vu le Vendée Globe depuis que je suis toute petite. Et donc j'ai commencé la voile en optimiste. Au début, j'aimais pas trop ça. Et vraiment, j'ai commencé à apprécier l'optimiste à travers les compétitions. Et je me souviendrai toujours de mon premier déclic. C'était le championnat du monde en 2013 où en fait je me suis retrouvée à représenter la France. On était une petite équipe de 5 en optimiste. On était 3 filles, 2 garçons et en fait il y avait 300 concurrents du monde entier, tous les pays étaient représentés et là j'ai eu un déclic et je me suis dit waouh, la voile ça peut me permettre de vivre quelque chose d'incroyable et de partir voyager à l'autre bout du monde et de me battre avec des personnes du monde entier et ça m'a ça a un peu marqué le début de la passion, je pense. Alors la compétition, donc tout de suite, t'intéresse, et puis le voyage et la découverte aussi, puisque tu vas te lancer assez vite dans des grandes traversées. C'est pas que de l'optimiste autour de trois bouées, c'est aussi des traversées de Gibraltar, des traversées de la Manche, mais très très tôt, à 15 ans. Alors, au tout début, donc la voile n'était pas du tout une passion et j'y allais un peu à reculons. J'ai même voulu arrêter au début. Après, j'ai découvert la compétition et les coachs m'ont aussi beaucoup cru en moi et m'ont poussé à continuer. Et donc là, ça a commencé à prendre de l'ampleur puisque bah, déjà en optimiste, j'étais en centre régional d'entraînement. Ensuite, je suis passée en 420 pendant le lycée et j'étais en sport-études. Donc, on avait un planning aménagé pour pouvoir partir s'entraîner. Et là, ça a vraiment pris une place importante parce qu'on était dans, je dirais, le sport de haut niveau jeune. Et en parallèle de ça, j'ai décidé de me lancer dans un premier défi. C'était la traversée de la Manche en optimiste. Et ça, c'était juste un petit défi un peu original qui sortait du cadre de la compétition. Et ça, je l'ai organisé avec mon père au tout début, quand j'avais... Enfin, on a commencé à travailler ça quand j'avais 14 ans. Et à 15 ans, je suis partie traverser la Manche et ça a été le début de l'aventure. Et l'année suivante, le détroit de Gibraltar. Et alors, quel retour d'expérience après ces deux traversées un peu plus au large que d'habitude? Ces deux traversées, elles m'ont beaucoup marqué. La première, c'était incroyable. Je me souviens que je suis partie à 3 heures du mat de l'île de Wight. Je suis arrivée à 19 heures à Cherbourg. Et c'était incroyable parce que c'était la première fois que je naviguais de nuit. Pour moi, c'était vraiment l'aventure. J'étais avec ma lampe frontale, avec mes balises. Il fallait traverser le rail des cargos. Donc ça, c'était fou parce que je me retrouve, moi, sur mon tout petit optimiste où il ne me voit pas du tout. Je me retrouvais face à des géants des mers, des immeubles de 300 mètres sur l'eau. Et ça a été vraiment la vraie aventure. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu absolument continuer avec un deuxième projet Gibraltar. Et le deuxième a été très très différent dans le sens où en fait ça a été que 5 heures de navigation. Le projet était très compliqué à organiser niveau météo, logistique, mais derrière la traversée était hyper facile.
Et en partant du côté du départ, je voyais déjà l'arrivée, en fait, l'autre côté. Et là, j'ai pas du tout eu le sentiment de large. Et je me souviens que le soir, je me suis dit, bon, faut que je reparte dans l'autre sens, faut que je le fasse de nuit, enfin, il faut que je refasse quelque chose parce que là, c'était pas du tout assez l'aventure à mon goût. Et ce soir-là, j'ai pris la décision de partir me lancer dans des projets course au large après le lycée, plutôt que dans des projets olympiques, en fait, plutôt que dans le 4-7. Et donc là, ça a été un peu aussi un déclic de me dire, en fait, ce que j'aime, c'est l'aventure. Bon, la compétition, elle reste toujours dans le fond, mais c'est aussi le fait de partir loin et de me sentir un peu seule au monde, au milieu de l'océan, quoi. Et alors, à quel moment le Vendée Globe devient un objectif possible pour toi? Le Vendée Globe, donc je l'ai toujours eu comme rêve, mais je pense que lorsque je me suis lancée dans le Figaro, c'était en vue d'un Vendée Globe. Après, j'avais pas encore la date, je savais pas quelle édition je voulais préparer. Et puis après ma première solitaire en 2020, je me suis dit, là, il y a peut-être une opportunité avec les partenaires de se lancer sur 2024. Et donc on a réfléchi à ça. Il y a déjà une petite équipe qui était formée. Et puis on s'est lancé dans l'aventure. Et dès 2020, on a commencé à parler à tous nos partenaires, aux médias du Vendée 2024. Alors, rapidement, tu trouves une solution pour le bateau. C'est d'aller voir Jean Le Cam et de lui dire le projet Vendée Globe m'intéresse. Est-ce que tu me garderais ton bateau en attendant que je trouve de l'argent? Alors c'est ça, en fait en 2022, mon équipe a contacté Jean Le Cam parce qu'on cherchait un bateau à dérive forcément pour le Vendée Globe 2024. Et puis un bateau qui soit vraiment fiable, qui soit rapide, simple à prendre en main. Et le meilleur bateau pour ça, qui avait ces critères-là, c'était le bateau de Jean Le Cam. Parce que Jean Le Cam est un super préparateur et ce bateau, il a une très belle histoire avec Michel Desjoyaux, avec Jean Le Cam. Et du coup, ça a été vraiment le choix, c'était ça. Il fallait avoir ce bateau-là. Donc on est allé le voir. Je lui ai présenté le projet. Et Jean a aussi l'ambition de, en quelque sorte, de rendre accessible la voile course au large, enfin, le Vendée Globe, plus à des projets jeunes et à des projets avec des plus petits budgets. Et donc mon projet lui a plu. Et puis il a aussi adoré l'association avec la Fondation Apprentis d'Auteuil. Et du coup, il m'a serré la main, il m'a dit très bien, tu fais ta solitaire, tu fais une troisième solitaire. Comme ça te laisse le temps de bien d'apprendre la course au large. Ensuite, tu feras le convoyage retour de la Route du Rhum et après, tu récupéreras Hubert. Alors, c'est ce qui s'est produit. Et du coup, derrière, tu as enchaîné sur un parcours. Ça y est, c'était parti pour aller vers ce Vendée 2024. Alors, ça s'est produit, mais ça a été plus difficile que prévu puisque au final, les financements ont mis vraiment du temps à arriver. Et là, jusqu'à janvier 2024, on n'était pas encore vraiment fixé. Il nous manquait encore une énorme partie du budget. Donc il a fallu jouer un peu risqué. Déjà, moi sportivement, j'ai terminé mes 3 solitaires du Figaro. J'ai bien progressé. J'ai fait une traversée retour sur le bateau Hubert pour déjà m'imprégner du bateau. Et j'ai commencé à m'entraîner à participer aux entraînements d'Éric Bellion, qui avait le bateau de Jean Le Cam à cette époque. Et en fait, j'ai un peu repoussé au final l'échéance d'achat du bateau le plus loin possible parce que en fait, on n'avait pas encore les financements. Et une fois qu'on a trouvé les financements, enfin même un petit peu avant, on s'est lancé dans l'achat du bateau et puis dans les premières courses. Et donc j'ai participé au plus de courses possibles depuis l'été 2023. Donc j'ai fait en tout, j'ai fait 4 traversées de l'Atlantique, et une en double et 3 en solitaire. Et après, j'ai participé aux petites courses à côté. Et alors, ton sentiment, on a senti sur cette transat que tu prenais du plaisir assez vite.
que tu arrivais assez vite à prendre la mesure de l'engin et à jouer finalement, et à régater, à être au contact et à être devant. On en parlera un peu plus tard, mais tu nous parleras de la flotte des dériveurs, mais à être aux avant-postes de cette flotte très régulièrement dans les 4 transats qu'on a suivis en préparation de ce Vendée. Bah, bah, l'atout de mon projet, c'est qu'il y a un très bon bateau. Et après, j'ai réussi à constituer une équipe autour de moi qui me permet vraiment de me mettre en confiance. Et je pense notamment à Damien qui m'a beaucoup accompagnée sur toute la partie préparation du bateau et aussi la partie préparation sportive, prise en main du bateau, manœuvres, etc. Et donc, grâce à toute l'équipe et à ce navigateur Damien Guillou, en fait, j'ai pu rapidement avoir les clés du bateau pour savoir comment choisir mes voiles, comment faire de belles manœuvres et ne pas me mettre en danger. Et au final, ça a été un peu du jour au lendemain, il faut passer d'un Figaro, donc un bateau de 10 mètres, à un IMOCA qui fait 20 mètres quasiment, 18 mètres. Et il faut tout réapprendre, tout est en plus grand, il y a beaucoup plus de voiles. Et tout est, c'est à peu près, ça reste le même fonctionnement, mais tout est en double. Et du coup, il a fallu tout réapprendre du jour au lendemain. Et très très vite, parce que très rapidement, il y avait une traversée de l'Atlantique. Et en fait, je me souviens que j'ai fait la traversée de la Transat Jacques Vabre. Et puis, très rapidement, il a fallu que je parte sur une traversée retour en solitaire. Et sur cette traversée retour, c'était la première fois que je naviguais en solitaire. Donc c'était vraiment le saut dans le grand bain. Et chaque course, c'était une nouveauté. Et c'était un saut dans le grand bain sur une première traversée en solitaire, après une première traversée en passant par le nord. Enfin, c'était à chaque fois des éléments nouveaux, quoi. Et alors, qu'est-ce qui te reste à améliorer, à découvrir avant de prendre le départ? De l'extérieur, tu as bluffé tout le monde. Tout le monde est très impressionné par justement ton niveau de maîtrise assez rapide. Toi, le bilan de ces 4 transats, qu'est-ce que tu veux encore travailler pendant les premières semaines, peut-être même du Vendée, puisqu'il reste peu de temps là. Là, il reste très peu de temps, donc au final, j'ai un peu l'impression que les dés sont jetés, la préparation, le gros des navigations a été faite. Là où j'ai peut-être un petit doute, c'est en fait le manque d'expérience. Et clairement, j'ai fait 8 traversées de l'Atlantique dans ma vie, mais aujourd'hui, j'ai jamais passé le poteau noir et je suis jamais allée naviguer dans d'autres mers que l'Atlantique Nord. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de doutes sur la météo. Donc en ce moment, je fais que ça. Je relis les bernoteries, les cours de météo des météorologues, les minoteries maintenant, j'appelle ça. Voilà, je relis les cours, j'essaye de revoir ce qui s'est passé durant les derniers Vendée Globe pour vraiment m'imprégner de l'expérience des autres. Je pose beaucoup de questions, je prends l'expérience des autres navigateurs, que ce soit Jean Le Cam, Damien Guillou ou même plein d'autres qui m'aident un petit peu. Et puis ensuite, c'est toute la partie technique du bateau. Là, il y a beaucoup de choses à apprendre et c'est sûr que j'arriverai pas avant le départ à tout maîtriser. Et par exemple, l'électronique, c'est un terrain hyper vaste et je suis pas encore calée dessus. Donc j'essaye de faire au mieux jusqu'au Vendée Globe, mais je sais qu'après, je vais essayer de m'appuyer sur mon équipe aussi. Rappelle-nous peut-être que pour affronter tout ça, tu as quand même aussi un pédigré scolaire. Alors mon pédigré scolaire, il est pas vraiment complété encore, mais il y a un bon début. J'ai commencé des études d'ingénieur à l'INSA de Rennes et j'ai validé ma prépa intégrée. Donc j'ai fait 4 années de, oui c'est ça, 4 années d'ingé en aménagement. C'est-à-dire que la semaine j'étais sur les entraînements Figaro et là il fallait s'entraîner à fond et c'était un rythme assez soutenu. Et le week-end, je rattrapais un peu les cours et puis je passais les partiels 4 fois par an. Donc voilà, c'était un rythme hyper soutenu et c'est sûr que ça permet d'aider à avoir l'esprit cartésien et de se dire voilà, comment apprendre les choses. Moi, je sais que pour apprendre, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de me faire des fiches. Et ça, c'est la rigueur des études qui m'a apporté ça.
Et dans cette période de bachotage, c'est assez important, non? Et pendant cette période de bachotage de la météo, c'est sûr que j'essaye d'appliquer la même méthode que pour réviser des partiels de maths. Et pour moi, la technique, c'est vraiment de faire des fiches, de réécrire en fait les cours et en condenser, de faire des synthèses pour pouvoir les comprendre au mieux et les synthétiser au mieux. Parle-nous un peu de cette flotte de dériveurs. On parle d'un deuxième championnat. Il y a plein de personnages très attachants dans cette flotte. Ça promet un match passionnant aussi, qui sera peut-être pas aux avant-postes si les foilers arrivent à tirer parti de la météo. Mais il y aura une régate tout aussi intense à laquelle tu as déjà participé dans ces 4 transats. Est-ce que tu peux nous décrire un peu cette flotte de dériveurs et toi ce que tu attends de cette compétition? Ce qui est génial, c'est qu'il y a une vraie course dans la course, puisqu'il y a une course avec les bateaux à dérive. Et dans cette flotte de dériveurs, il y a c'est vrai que tous les personnages sont hyper attachants et c'est des concurrents, mais c'est avant tout des amis et c'est assez fou. Enfin, je pense beaucoup à, par exemple, Benjamin Ferré, avec qui j'ai fait ma première traversée de l'Atlantique sur la Mini Transat en 2019. Donc moi j'avais 19 ans, lui il termine troisième et je me souviens que déjà il me partageait plein d'expériences et il m'aidait un peu dans ma préparation. Et aujourd'hui, on se retrouve sur le Vendée Globe et en même temps, on s'entraîne ensemble puisque nos bateaux sont hébergés dans le chantier de Jean. Et donc, c'est vrai qu'il y a une vraie ambiance avec tous les bateaux à dérive. Il y a un vrai match parce qu'aujourd'hui, quand j'ai commencé le Limoca, je me suis dit, bon, il doit y avoir 3 favoris. Aujourd'hui, j'en vois bien 5, bien 5, 6. Et ça joue vraiment, à chaque fois, sur toutes les courses, on a vu quand même des profils plutôt devant, enfin ça joue vraiment. Et puis surtout, il y a une superbe ambiance. Moi, je me souviendrai toujours de l'arrivée à la Transat Jacques Vabre, où en fait, il y a eu une remise des prix non officielle avec juste les bateaux à dérive. Et moi, j'ai gagné un stylo, les 3 premiers ont gagné des shooters martiniquais. Et puis le premier a gagné un poster du deuxième. Donc voilà, c'était hyper fun de faire ça. Et donc ça montre en fait la cohésion et en même temps la concurrence parce qu'il y avait un vrai match, quoi. Sur cette course, sur cette édition, qu'est-ce que toi tu attends en termes de parcours? Tu l'as dit, il y a plein d'endroits que tu ne connais pas forcément. Comment tu t'es préparé à ça? Notamment le sud, qu'est-ce que tu attends de cette découverte de l'Indien et du Pacifique? Il va faire froid. En fait, sur cette course, ça va être, selon les cours en tout cas, ça va être à peu près 1 mois de mer du Sud. Et puis après, 1 mois pour descendre toute l'Atlantique et 1 mois pour remonter. Et aujourd'hui, ce que j'imagine, c'est que en fait, le début des mers du Sud va être très rude parce qu'on va passer d'un rythme où c'est la fin un peu des tropiques en fait, aux mers du Sud où là, on attrape les dépressions. Et là, le vent devient soutenu, la mer hyper dure au tout début de l'océan Indien. Et donc, j'essaye de me préparer à ça et puis aussi au froid. Donc, j'ai installé un chauffage dans mon bateau. Pour partir, je pars avec une chapka, enfin vraiment un grand bonnet, je pars avec des moufles, je pars aussi avec des affaires quand il va faire chaud, donc je pars aussi avec des affaires légères. Par exemple, j'ai recalculé les calories dont je vais avoir besoin pour la partie sud, puisqu'il va faire beaucoup plus froid, donc le corps dépense plus. Voilà, j'essaye de m'adapter avec tout ce que j'entends autour de moi et tout ce que me disent les spécialistes. Et ça te fait envie, tout ça? C'est l'aventure. Ça me fait pas forcément envie d'avoir froid et d'être dans le dur, mais par contre, ça me fait envie de découvrir, par exemple, le poteau noir. J'ai vraiment, ça me fascine. J'ai hâte de voir l'activité du poteau noir. C'est assez fou, comme quoi il y a des nuages qui bougent très rapidement, des coups de vent, mais puis après des coups de pas de vent. Et tout le classement se joue là aussi. Enfin, les écarts peuvent être énormes. Donc j'ai envie de vivre ces passages un peu mythiques.
de vivre le passage des caps aussi, Cap de Bonne-Espérance, de Cap Horn, Cap Lewin. Et puis après, ouais, découvrir les 4e rugissantes, voir ce que ça fait. Et puis, je pense que ça va être une aventure. Il faut être bien préparé pour pas trop souffrir. Mais après, c'est le dépassement de soi. Sur la gestion de la peur, j'ai en tête tes images de, je ne sais plus quel transat, si c'est l'aller ou le retour, où tu t'es fait vraiment peur. Et c'était la première fois qu'on te voyait vraiment très inquiète sur des sauts de vagues et sur une mer très formée. Et je pense forcément au sud, où là, ça sera sans doute encore plus grand. Comment ce que tu as vécu là influe sur ta préparation et sur ne serait-ce que psychologique, quoi. Voilà, Je fais beaucoup de préparation mentale pour le Vendée Globe. Enfin, j'en fais depuis que j'ai 8 ans. Donc, c'est la même personne qui me suit depuis que j'ai 8 ans. Aujourd'hui, c'est ma 2e maman et on travaille plein de choses parce qu'elle me connaît par cœur. Et donc aujourd'hui, je dirais depuis que je me suis lancée dans l'aventure du Vendée Globe, j'ai beaucoup travaillé sur toutes les peurs. Et je trouve plein d'astuces pour pouvoir m'aider en cas de crise d'angoisse. Parce que c'est toujours possible. Et du coup, j'ai plein d'astuces. Ça peut être des gestes pour m'apaiser, la respiration, essayer de faire revenir des souvenirs en visualisation. Ça peut être des objets. Je pars toujours avec une petite peluche qui compte beaucoup pour moi. Et puis je pars aussi beaucoup avec... je pars toujours avec des audios de mes proches, des vidéos. Et je sais que, par exemple, sur la dernière transat où j'ai eu un petit coup de peur, en fait, pendant 4 heures, je me suis retrouvée dans l'énorme houle. Il y a eu jusqu'à 6 mètres de houle et il y avait 35 nœuds établis, rafale à 45. Donc j'avais jamais vu ça de ma vie. On a eu ça pendant une longue période, mais pendant 4 heures, c'était très très intense. Et en fait, à un moment donné, j'étais assise dans le bateau et j'ai fait un petit vol plané dans le bateau. Et j'ai eu un peu peur de cette chute parce que je me suis dit, bon là, c'est un peu chaud. J'ai eu beau réduire toutes mes voiles, je peux rien faire de plus et c'est chaud quand même. Donc j'ai essayé de me calmer. Et une des choses qui m'a calmée, c'était vraiment de visionner des vidéos de mes proches qui m'avaient préparé. Et ça m'a fait trop du bien et de bien respirer. Donc il y a plein de techniques pour ça. Et après, le fait d'avoir fait ces 4 traversées de l'Atlantique, mine de rien, ça me permet d'avoir vécu plein de situations et de me mettre en confiance sur ces situations-là et de me dire, j'ai déjà vécu des départs au tas, des départs à la bâtée, des voiles qui se déchirent, plein de petites choses comme ça embêtantes, de la perte de l'électronique aussi. Et tout ça, une fois qu'on l'a vécu, on se dit, déjà, je sais comment réagir, quoi. Sur la solitude et la longueur de cette solitude, qui est vraiment la spécificité du Vendée Globe. Là, pareil, comment tu t'y prépares? Est-ce que ça t'inquiète pas? Quelle solution tu as trouvé? Alors moi, ce qui m'inquiète, c'est pas forcément la solitude, parce que en fait, en mer, je me sens jamais seule. J'ai plein d'amis imaginaires. Non, pas du tout. Non, vraiment, j'ai l'impression d'avoir mes concurrents autour de moi quand même, qu'on est tous dans le même bain. Au final, on est tous à passer telle dépression ou tel front. Et puis, j'ai le sentiment d'avoir mon équipe aussi très présente à terre, qui m'appelle tous les jours. Donc, c'est pas vraiment la solitude, c'est plus l'ennui de 3 mois et peut-être... la peur de manquer des événements à terre et de se dire oh ils sont tous en famille à Noël ou des choses comme ça. Et donc ça je le prépare vraiment bien là, justement avec la préparatrice mentale. On a fait un gros travail depuis 1 an sur ces 3 mois, d'essayer de visualiser déjà à terre comment je vis les 3 mois. Est-ce que ça me paraît très rapide, très long? Donc là, j'ai fait ça depuis 2 ans quasiment. Donc maintenant, je commence à bien me rendre compte de 3 mois. Et puis ensuite, pour le Vendée, je me prépare plein d'occupations. Je suis assez créative et je vais prendre un petit carnet avec moi et je pense que je vais beaucoup m'en servir. Et puis même, je réfléchis à tous les projets que je veux mener après le Vendée Globe. Mais donc, tu emmènes des loisirs créatifs, tu veux dire? C'est surtout mon carnet. Je pense que dans les moments où je vais vraiment m'ennuyer,
je vais écrire. Moi, c'est vraiment ce qui me fait passer le temps, c'est d'écrire. Et ça me permet de m'occuper si jamais c'est dur. Et puis après, mine de rien, on est quand même beaucoup occupé avec le bateau, la météo, le sommeil. Il y a plein de... Enfin, au final, les journées sont bien remplies quand même. Sur l'aspect physique et débauche physique qu'il faut quand même pour faire avancer ces bateaux qui sont astreignants, presque tyrannisants parfois. Comment tu te prépares? Est-ce qu'il y a des trucs et astuces que tu as trouvés pour matosser tes voiles qui font 80 kilos d'un bord à l'autre ou d'avant en arrière? Ouais. Comment tu vas gérer cet aspect très dur à absorber? En fait, ce qui est très dur physiquement sur le bateau, c'est le matossage, ça c'est sûr, parce que les voiles elles pèsent mon poids ou voire plus lourd. Donc il y a plein d'astuces que j'ai trouvées petit à petit. C'est par exemple si je dois emmener une voile de l'avant à l'arrière, au lieu de porter le sac et de jouer la marmule, c'est plutôt d'ouvrir le sac et de sortir la voile et de la replier, de la passer comme ça petit à petit et de la replier derrière. Et ça, c'est Louis Duc qui m'a donné cette technique. Donc il y a plein de petites techniques comme ça pour éviter de se casser le dos. Et puis il y a des fois où c'est dur, il faut quand même, mine de rien, faut quand même porter. Et des fois, en fait, on se retrouve avec 1 heure de sport intense, non-stop pendant des manœuvres. Donc il y a une grosse préparation physique avant la course aussi. J'essaye de faire entre 5 et 6 séances par semaine, tous les jours, avoir au moins un petit truc de sport, quoi. Et puis après, faut essayer de se ménager en mer. Ça sert à rien de gagner 5 minutes sur le virement. Vaut mieux bien faire les choses, pas se faire mal et pas faire de bêtises sur le bateau. Et ça, c'est une rigueur que Jean m'a apprise, que Damien m'a apprise. Par exemple, monter au mât, il ne faut pas le faire n'importe quand. Si vraiment il y a besoin de monter au mât, il faut attendre un moment où il n'y a pas de vent, où il n'y a pas de mer, ou alors il faut aller s'abriter. Et après, sinon, il faut essayer de ne pas avoir à monter au mât. Il faut essayer de ne pas avoir de problème qui oblige ça. Toi, l'exercice ne te pose pas de problème, tu n'as pas le vertige Non, j'ai pas le vertige. Je me suis entraînée et c'est une épreuve quand même, c'est hyper physique de monter tout en haut. Mais j'ai déjà dû le faire pas mal de fois en mini, en Figaro, et je me suis entraînée un peu en IMOCA. Pour terminer, ce serait quoi un Vendée Globe réussi pour toi? Pour moi, un Vendée Globe réussi, c'est un Vendée Globe qui arrive jusqu'au bout. Pour moi, ce serait d'arriver. Enfin, c'est vraiment mon premier objectif, c'est d'arriver au bout. Et après, mine de rien, c'est toujours possible qu'il y ait des aléas, de la casse. Ça peut très bien arriver, qu'il y ait aussi des ovnis qui cassent le bateau. Du coup, quand même, je me rends compte que ça a été un très très beau parcours jusqu'ici. Et même si je devais m'arrêter au bout d'une semaine parce qu'il y avait de la casse, je suis déjà super fière de toutes ces traversées de l'Atlantique et de tout ce projet. Mais voilà, dans l'idée, moi, un Vendée Globe réussi, c'est arriver au bout. Ok, merci beaucoup.